Je vais appeler nos grands témoins qui vont réagir et qui vont nous dire justement ce qu'ils font en termes de pratique managériale sur ces sujets-là. Vous allez voir des retours d'expérience encore très intéressants, puisque on le voit en s'intéressant aux managers, en les motivant, en les impliquant et en les soutenant, on peut prévenir les problématiques qu'on a vues tout à l'heure. Je vais appeler la DRH exploitation de Conforama qui nous fait l'amitié d'être avec nous. Emmanuel Offray, merci d'être là cet après-midi. J'ai appelé Mohamed Kerarfa, il est directeur d'agence pour Kuhn und Nagel ou Nagel. Merci Mohamed Kerarfa d'être avec nous et de venir témoigner. Je parlais de lui tout à l'heure, il a été très attentif et son regard va être très intéressant. C'est le directeur général adjoint de l'ANACT, monsieur Olivier Mériot. Merci d'être avec nous tous les quatre. Emmanuel Offray, je vous ai vu également très attentif par rapport à ce que nous avons comme résultats quantitatifs, les résultats qualitatifs aussi, et puis les premiers échanges dans la table ronde. 200 magasins, près de 8000 collaborateurs. Ça fait du boulot, ça, au quotidien. Merci de vous être libérés pour nous, en tout cas. Forte croissance des magasins Conforama, en particulier grâce à la franchise. Et du coup, on a une fierté d'appartenance peut-être plus à son magasin qu'à l'enseigne globale. Comment ça se passe chez vous? Quelle est la situation? Racontez-nous. Alors j'ai envie de dire que je suis presque un contre-exemple. Dans l'innovation, quand Fabien m'a parlé d'innovation, je lui ai dit « vous êtes sûr ?» En fait, en effet, Conforama n'est pas une entreprise qui franchise aujourd'hui, mais qui a beaucoup fonctionné par franchise. Donc, on est une concaténation d'anciens franchisés, avec des cultures propres à chaque magasin, à chaque franchiseur. Donc, chacun avait sa culture, son mode de management. On est un peu patron chez soi, quelque part. On est un peu patron chez soi. Et quand on agrège toutes ces petites entités pour en faire une entité France, Conforama, voilà, on a quelques difficultés. L'idée de l'innovation, quand je dis que je suis un contre-exemple, enfin qu'on est un contre-exemple, c'est qu'on part de très loin. L'absentéisme, dans notre cas, est venu comme une confirmation de quelque chose qu'on avait déjà identifié, à savoir des difficultés managériales à mettre en œuvre un programme, un projet d'organisation différent visant à formaliser davantage des rituels managériaux, mais aussi des rituels commerciaux, à remettre en place des basiques qu'on avait perdu avec le temps, peu importe pourquoi, mais on a perdu des basiques, on a voulu les remettre en place. Si on veut revenir sur la photographie, absentéisme qui est relativement significatif. Chez les cadres, notamment. Voilà, chez les cadres, on a un turnover qui est important aussi. Il est modéré. Il est modéré. Il est en augmentation. Il est en mais augmentation. Il reste modéré. On va voir pourquoi. Dans un contexte économique qui est quand même sportif, hein, c'est tendu, et on voit que la population managériale est plutôt, allez, entre guillemets, peu engagée. Oui, peu engagé, c'est peu de le dire. Ouais. Le projet nous a démontré qu'il l'était peu parce que ça n'avançait pas. Ça n'avançait pas au rythme qu'on voulait, donc on a cherché des leviers et là on s'est rendu compte à un moment qu'on faisait faire un peu Shiva à nos managers. On leur demandait d'être commerçants, d'être managers, ce qu'ils n'étaient pas avant, ils étaient des gestionnaires. Des bons gestionnaires, mais ils étaient gestionnaires. On leur demande d'être managers, d'être commerçants, on leur demande d'être courageux, de parler devant leurs équipes, on leur demande d'oser. Et là on s'est dit, mais en fait on fait des Shiva, mais on n'a pas donné de clés à nos Shiva. Alors vous allez nous donner dans quelques secondes les clés pour ces Shiva qui gagnent en zénitude et qui font ou pas, on l'espère en tout cas, et qui permettent à l'entreprise de gagner en performance. Merci Mohamed Kerarfa d'être avec nous. Il y a du vécu aussi chez vous, avec un peu beaucoup, ne soyez pas modeste. Poste d'observation, Vigie, vous êtes le patron du site. On est dans la supply chain, comme on dit. Là aussi, il faut aller vite, il faut servir les clients. Vous étiez directeur d'exploitation avant, donc il y a vraiment cette vision. Un absentéisme divisé par 2. Moi, j'ai envie de dire chapeau, hein, voilà. Ça s'applaudit. Et pourtant, un environnement compliqué. On en a parlé un petit peu en filigrane tout à l'heure, des injonctions paradoxales pour le manager. Petite photographie aussi pour ce qui est de la logistique, si on veut parler français. Rapidement, la logistique, c'est plusieurs métiers. C'est des gens peu qualifiés, c'est des managers, c'est des chefs de projet, c'est des financiers, des ressources humaines. C'est un petit peu dans la salle. Et c'est des situations à part entière, en fonction des régions, en fonction des clients, en fonction du bassin d'emploi et en fonction de l'historique. Donc on peut reprendre des sites qui vont bien, on croit aller bien, parce que là, souvent, on a des clients de la grande distribution où chaque jour ne ressemble
pas à l'autre. Chaque jour, on nous Vous, c'est votre cas. Hein, vous avez repris un site sinistré. C'était en 2012. Sinistré, oui, qui avait besoin de motivation et de stabilité. Donc, si on prend le site en question, des gens peu motivés. Le seul recours, c'était les IRP, parce que les gens avaient besoin d'écoute, plusieurs clients, des directives pas très claires. Et de l'autre côté, des clients qui veulent être, on en parlait avec Abdou tout à l'heure, servis rapidement. Hein, et voilà, moi, je ne veux pas savoir ce qui se passe. Hein, parce qu'il y a un peu ce malaise, on est un peu en bout de chaîne, hein, du coup. Toujours, on est en bout de chaîne et on est le dernier maillon. Donc les clients sont toujours en train de nous demander plus, différemment. Et si on n'a pas ce coup d'avance, cette anticipation, ces équipes qui nous soutiennent, j'insiste sur ce point-là, on parle d'absentisme depuis tout à l'heure, on parle des managers, on parle des équipes, mais à un moment donné, le manager fait partie de l'équipe. Et le secret, à mon sens, hein, c'est d'avoir une armée sous soi pour pouvoir justement tenir cet équilibre entre le client, les actionnaires, puis l'anticipation. Voilà, c'est ce que nous disait Abdou. Hein, ça y est, maintenant il est adopté par les équipes et puis aussi vous Thierry avec cette logique de porte ouverte. Olivier Mériot, merci d'être avec nous. Votre regard est d'autant plus intéressant qu'en plus de ce que vous faites pour l'ANACT, hein, vous coordonnez, vous pilotez les 4 départements. Vous avez été chercheur à Sciences Po, vous êtes penché sur ces sujets. Les résultats du baromètre, pas plus étonné que ça, hein, quand on parlait tout à l'heure du management à la française. Oui, moi c'est surtout bonjour. Donc c'est surtout cet aspect qui a retenu mon attention, hein, de la dernière présentation de Fabien. Pas plus étonné que ça, et en même temps ça conforte, ça consolide des choses que l'on sait déjà par d'autres biais, par d'autres types d'enquêtes. On en parle assez peu souvent, parce que ça fait un peu de mal à l'orgueil national. Mais dans les enquêtes européennes, et notamment tous les 5 ans, la Fondation européenne pour les conditions de travail, la Fondation Dublin fait une grande enquête européenne. La dernière est sortie en 2015, 40 000 salariés dans 35 pays. Donc c'est vraiment, en termes de robustesse scientifique, c'est l'étalon de ce qu'on peut faire en Europe. Le résultat est tout à fait convergent avec ce qui est apparu dans le volet européen de l'enquête Hemming, c'est-à-dire par rapport à la posture managériale et à une quasi-exception française. Dont on se passerait volontiers. Dont on se passerait volontiers, parce que sur la plupart des indicateurs en fait, qui relèvent plutôt de la qualité du management, alors qualité du management, il faut s'entendre là-dessus, il y a une définition européenne de la qualité du management, c'est plutôt la qualité du manager en soutien à l'activité de ses équipes. On a vu tous les exemples concrets, dans quoi ça passe au quotidien, de savoir créer ce climat de cohésion et d'engagement. Sur tous les indicateurs qui relèvent plutôt de ces dimensions qualité du management, la France se situe, allez, pour caricaturer, entre le Monténégro et la Serbie. Ça se caractérise. C'est le premier et le troisième, ça va ? Oui, enfin c'est plutôt entre le 27e et le 28e sur 35. Ça se caractérise comment ? C'est-à-dire un management toujours comme du sachant à l'apprenant, on est dans la verticalité, on est très vertical. Bah, c'est ce qui est noté aussi avec une moindre capacité, volonté, je ne sais pas, d'impliquer les collectifs dans l'organisation. Je ne parle pas de l'organisation abstraite du travail, je passe dans l'organisation quotidienne et concrète et la manière dont on gère les injonctions contradictoires, les aléas qui sont le quotidien des gens au travail. Et donc une grande difficulté à sortir d'un management militaro-industriel, pour faire vite. Hein. Donc si je déroule la pelote, on est dans la défiance quelque part. Avec effectivement mais c'est pas pour rien d'ailleurs sans doute qu'on se retrouve souvent dans le lot des anciens pays de l'Est, qui n'étaient pas forcément des sociétés bâties sur la confiance spontanée, en tout cas avec ce qu'elles ont traversé. On est une société de défiance, en particulier dans les relations managériales, dans les relations de travail. Et on voit bien du coup qu'on a un handicap que l'on peut qualifier de culturel, pour essayer de remonter cette pente-là. C'est grave, docteur, alors ? C'est grave parce que quand on dit culturel, il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas qu'il n'y a rien à y faire. Hein. Oui, on voit des choses qui sont faites. Hein. C'est culturel, donc bon, non, c'est culturel, c'est très ancré. Et c'est très ancré, je pense, dans une difficulté à, par exemple, reconnaître plutôt les progrès et les réussites,
plutôt qu'à mettre le point, stigmatiser. Vous savez, une petite anecdote, hein, mais je pense que ça commence très tôt. Je pense que ça commence à l'école maternelle. Moi, l'an dernier, ma petite dernière qui rentre en maternelle arrive le jour de la rentrée avec un dessin qu'elle avait mis du temps à faire pour sa maîtresse, une voiture, etc. La maîtresse regarde, la petite était toute contente, la maîtresse regarde et dit « Ah, mais t'as oublié le volant ». Bon. Voilà, il y a quand même... Culturellement, me semble-t-il, et après on reviendra peut-être plus en détail sur le sujet de la formation, c'est quand même un sujet très lié à la manière dont on forme, en particulier ceux qui vont assumer des positions de dirigeants, de concepteurs dans les entreprises. C'est un peu comme quand vous avez la différence qu'on dit toujours entre les États-Unis et la France, quand les parents amènent leur enfant à l'école. En France, on va dire fais bien attention, et puis aux États-Unis, on va dire have fun, et puis il y a le fameux bon courage. Hein. Ne me dites plus jamais bon courage, et sous prétexte qu'on on va pas s'épanouir dans son travail. Réaction, Fabien, par rapport à ce qui a été dit En fait, ça corrobore complètement. Déjà, ça me rassure. C'est que l'étude qu'on mène reflète cette problématique-là. Après, on voit quand même que de nombreuses entreprises ont pris conscience de ces traits de caractère. Je ne parlerai pas de lacune parce que c'est un trait de caractère. C'est quand même ce que l'on est français dans notre management et du coup, ça se ressort. Par contre, on a quand même beaucoup d'entreprises qui ont pris conscience de ça, c'est ce que je disais, et qui, du coup, ont mis en place un certain nombre de mesures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'expérimentations d'entreprises qui forcent à rééduquer leur management justement sur des nouvelles pratiques, à les former sur de nouveaux outils ou de nouveaux rapports. Je prends souvent cet exemple, alors je suis désolé si certains m'écoutent pour la deuxième fois, mais c'est un bel exemple dans le BTP qui n'est pas connu pour être le monde le plus... ouvert à l'innovation managériale, puisqu'on est quand même très hiérarchisé. Le chef d'agence décide, les conducteurs de travaux... des notions de sécurité qui sont importantes. Hein. Avec des contraintes de sécurité et des populations qui attendent que leur chef de terrain on a décide. Un chef de chantier, justement. On a un chef de chantier qui décide et qui donne l'ordre de travail. Donc là, un grand groupe de BTP qu'on a accompagné il y a quelques années, déjà, ça fait 3 ans que cette démarche est en place, où en fait, justement, on a formé l'ensemble des chefs de chantier, c'est-à-dire plus de 4000 personnes, à tous les matins réunir son équipe et ouvrir le dialogue sur le chantier. Donc on parle de révolution là, hein, c'est un choc, c'est des chefs de chantier qui sont bons pour dire tu fais la bordure, tu fais la route, tu fais le mur de telle façon, à bon, aujourd'hui on doit faire le mur. Comment on le fait ? Et avoir des équipes qui participent à la réflexion et à la stratégie de la journée sur le mode opératoire, en disant aujourd'hui j'ai porté des sacs tout le week-end à la maison, je pense que si je porte encore des charges aujourd'hui, ça va être compliqué, du coup je vais éviter ce poste-là. Là où d'autres... de penser en disant oui, moi j'ai fait du sport, je me suis échauffé, je peux peut-être commencer par ça, et en fait d'avoir une réelle intelligence collective mise en place. Et je prends l'exemple, c'est un grand groupe de bâtiments dans le BTP, je ne vais pas les nommer, mais je pourrais, parce que c'est une belle entreprise, qui justement innove en fait dans l'éducation, la formation des managers à de nouvelles pratiques. Et justement, on est dans la co-construction, ce qui va bien avec le BTP. Emmanuel Offray, qu'est-ce que vous avez fait justement ? Parce que vous avez voulu lancer ces rituels managériaux et dans le mur. Dans le mur. On a des managers qui, le matin, un peu sur le même modèle, lancent un starter. Alors un starter, c'est comme les voitures de mes parents. Normalement, c'est pour donner de l'énergie. On a des managers qui, par absence de formation, de notre fait, l'entreprise n'a pas assez investi en formation chez ses cadres en particulier, finissent par prendre une feuille et lire des chiffres. Alors hier, on a fait -12, aujourd'hui on va faire -14. Allez les gars, on y va. Pour motiver, oui. Et là, motivation 0. Plutôt que de parler de sport, d'actu, d'anniversaire, je ne sais pas. Donc on s'est, comme je le disais, rendu compte qu'on leur demandait un peu l'impossible sans les avoir formés. Donc on a d'abord lancé un programme de formation pour nos vendeurs, des vendeurs sur des familles stratégiques que sont le siège et la literie, avec une école parisienne. Ça va durer 1 an, ils vont obtenir un titre. Et on s'est assez vite rendu compte, avec un de mes homologues qui est dans la salle des opérations, que si on ne donnait pas aux managers des formations en management, en posture, en management d'eux-mêmes, en technique commerciale évidemment, mais surtout sur leur propre management, on n'y arriverait pas. Donc on a cherché une école avec la directrice du développement RH. On a choisi Grenoble École de Management, à qui on a fait faire un parcours spécifiquement pour nos cadres commerciaux, donc les chefs de rayon. Pour 90%, on a à peu près inscrit 90 ou 95% d'entre eux, donc ça fait 450 personnes, qu'on va former pendant 18 mois sur
un titre de niveau Bac plus 3, Bac plus 4, et dont le démarrage, là, les formations commencent ce mois-ci, par le changement, comment j'appréhende le changement, qu'est-ce que c'est que le changement, comment je m'y confronte, qu'est-ce que j'en fais. Comment je m'inscris dans et ce après, surtout le management. D'abord d'eux-mêmes. On a un gros problème de posture, on a des managers qui vont dire la direction a dit, il y a la DRH, elle a décidé, ou ils nous ont encore sorti un truc. Mais là, c'est intéressant ce qu'on nous dit. On est presque dans de la peur. Une absence de courage et de posture. Ouais. C'est beaucoup une question de posture. Et un manque de confiance en soi aussi. De confiance en soi. Donc c'est plus facile de dire, tu sais quoi, je vais te voir ce mois-ci tous les mois pour un point individuel parce que le patron l'a demandé, plutôt que de dire, écoute, je suis pas content de ton travail, ou au contraire d'ailleurs, je suis content, parce que même ça, ils ont du mal à le faire. Je suis content, on va en parler. Incapable de le faire. Donc c'est une question. Donc d'abord, travailler sur soi. De posture. Voilà. Qu'est-ce que j'incarne moi dans l'entreprise ? Que je sois d'accord ou pas d'accord dans le fond avec ce que décide l'entreprise, j'ai envie de dire, peu importe. L'entreprise l'a décidé, je dois l'incarner. Pour pouvoir l'incarner, il faut qu'on puisse m'apprendre à incarner les choses. Et on se rend compte que lorsqu'on a une carence de formation sur plusieurs années, parce que c'est vraiment le cas, on n'a vraiment pas formé suffisamment nos managers, on perd toute cette capacité-là. Et ceux qui avaient le courage, ceux qui avaient la connaissance, la compétence, l'ont perdu et ont commencé à se désengager. Et lorsqu'on a fait l'étude d'absentéisme l'année dernière, enfin début d'année, on s'est rendu compte de manière assez évidente que nos cadres avaient un taux d'absentéisme très fort, plus fort que le marché. Et en augmentation. Et parce que les Shiva n'étaient pas formés. Voilà. C'est une conséquence probable, fort probable. Alors justement, vous, Mohamed Kher-Arfa, vous avez, on peut applaudir absolument, Emmanuel Offray et ses équipes pour tout ce que vous avez entrepris. Mohamed Kher-Arfa, absentéisme divisé par 2, donc c'est un très beau chiffre. On parlait tout à l'heure avec vous, Fabien, de la nécessité d'avoir un projet, une vision partagée qui embarque les collaborateurs. Comment vous vous y prenez ? Ce qui ressort aussi de nos échanges, c'est la confiance, c'est la transparence. Vous appuyez sur tous ces leviers, j'allais dire. Je pense que l'objectif du manager, c'est d'inspirer. Tout à l'heure, on parlait du site en difficulté, on parle de posture. Je pense qu'il n'y a pas une posture. Le site est en difficulté, il manque de repères. On a une première posture, on vient remettre des règles basiques. Ça, c'est une première étape. Après, il y a une deuxième étape où on veut redonner un gros coup de motivation. On le sait quand on reprend un site, un établissement, un magasin qui est en difficulté. On est un nouveau patron. L'équipe, globalement, se met sur ses gardes et commence à se discipliner. Ce qui est difficile, c'est le deuxième jet. Et ce qu'on a mis en place avec l'équipe d'encadrement, c'est de fonctionner en mode projet. Donc, tous les ans, je ne sais pas, la première année, on a fait un challenge DIN. La seconde année, on a refait un challenge handicap. On parlait de team building tout à l'heure. Voilà. Et on a essayé de sortir du cadre un petit peu, d'y impliquer un peu nos clients. Et d'expliquer aux gens. Donc, la chance qu'on a chez Kuehne+Nagel, c'est que chaque patron de plateforme peut s'exprimer comme il veut. Je m'explique. Ça ne veut pas dire qu'on a le droit de faire n'importe quoi. Si ça rentre dans un schéma commercial, managérial, on est libre comme l'air. Et quand ça marche, alors là, on nous met tout là-haut, alors qu'on n'a rien fait de spécial, on a fait un peu de proximité, on a donné aux gens un peu plus de visibilité, à quel groupe ils appartenaient, à quelle équipe, et pour quel client ils travaillaient. Donc, la démarche a été simple. Au début, on a été un peu militaire. Oui, en fait, il faut définir les règles au départ. Voilà. Dans un second temps, on a donné un premier objectif avec un projet en expliquant où on allait, quelles étaient les échéances, et puis un troisième où, je vous dis un troisième parce qu'on en a fait 3, c'était la 3e année, pour redonner encore un fouet. Et puis les gens, ils se mettent dans une dynamique et ils s'approprient un peu les choses. Et après, c'est beaucoup plus facile pour animer, pour expliquer où est-ce qu'on doit aller. Et puis tout le monde, j'ai vu... la priorité, c'est la productivité. Je pense que si on s'exonère de parler de productivité ou d'utiliser le mot, il est sous-jacent. Hein. Les salariés, quel que soit le niveau, sont capables de comprendre qu'il faut un minimum pour que l'entreprise fonctionne. Oui, et qu'il y a un écosystème avec le client, l'actionnaire, le manager et le collaborateur. Entre ces 3 éléments, ces 3 acteurs plutôt. Et si on réussit à exonérer juste le terme, je peux vous garantir, et je vous le dis, et vous pouvez interroger un certain nombre de personnes dans nos équipes, on exonère ce mot si on parle de process, de conditions, mais il faut expliquer clairement le projet. Donc pédagogie. Et puis il y a une chose intéressante que vous avez dite. Vous avez dit qu'il faut oser aller en rupture quelque part.
se mettre en rupture soi-même. Moi, je sais que j'ai quitté un site difficile pour en reprendre un autre et j'ai capitalisé. Et habituellement, toute ma carrière, j'ai eu la chance ou la malchance, je ne sais pas comment on peut dire, j'ai progressé grâce à ça. Je reprenais des sites et je tentais de les améliorer. Et là, pour le coup, celui-là, je l'ai mis en rupture. J'ai dit, on va arrêter, on va essayer de le mettre là-haut. Et radicalement, on a changé les choses. Mais radicalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que visuellement, en très peu de temps, on a été capable de changer les choses. Après, si je peux me permettre un conseil, on a une fâcheuse tendance à s'occuper des gens qui ne travaillent pas. Alors qu'on a une grosse majorité qui travaillent, et ceux-là, ils ne disent rien. Et dès qu'on va commencer à s'occuper que d'eux, on va marginaliser un petit peu. Et puis, le noyau là, qui tient sur une main, qui nous ralentit, va s'exclure naturellement, et le groupe va devenir fort. Mais il va devenir fort non seulement vis-à-vis de ces gens-là, mais il y a un cercle vertueux quelque part, il y a une dynamique qui va... Ouais. Intéressant ça. Olivier Mériot, c'est des belles expériences, c'est des chantiers qui ont été lancés, on voit dans des secteurs d'activité différents. Vous avez coutume de dire que, puisqu'on parle quelque part de qualité de vie au travail, que tout est impacté par cette qualité de vie, qu'en fait ça s'apprend tout ça. Alors oui, ça s'apprend. Le point commun de toutes les expériences qui nous sont racontées là aujourd'hui, c'est qu'elles remettent le travail au centre de la discussion managériale. Et là, on est vraiment dans la QVT. Je regarde Mme Carminati, j'aurais souscrit à ses propos d'introduction. Nous aussi, on mène une bataille intellectuelle contre la QVT réduite à tout ce qui est en dehors du travail. Parce que c'est vraiment dur. Le noyau dur, ça va être d'attaquer la posture managériale, la culture managériale, la construction d'un lien de confiance et d'engagement durable dans les équipes. C'est beaucoup plus difficile et risqué que d'installer de baby-foot et de mettre en place des séances de yoga gratuites. Il y a justement la semaine de la QVT que vous organisez. C'est quand c'est dans un mois, ça, c'est ça? Donc oui, chaque année, l'ANACT organise la semaine pour la qualité de vie au travail. Cette année, le thème, c'est un management de qualité, ça s'apprend, point d'interrogation. Ça nous va bien, ça. Il se trouve que depuis 1 an et demi, on a fait un travail important. On a auditionné 250 personnes, dirigeants d'entreprise, responsables d'écoles de management et ingénieurs. On s'est focalisé sur les écoles de management et d'ingénieurs, les étudiants également, pour faire un peu un constat et regarder justement comment on pourrait transformer la formation initiale et continue des managers pour remettre les managers en prise avec ce qui se joue au travail quotidiennement. Bah oui, parce que ce qu'on remarque, si on veut synthétiser, c'est que la formation est complètement déconnectée des attentes et de la réalité. Aujourd'hui, on forme au management de plein de choses dans les écoles de management, sauf au management du travail et des équipes. On manage l'innovation, on manage les projets, on manage les stratégies digitales, etc. Et puis, on continue dans les écoles, en particulier d'ingénieurs, mais ça, c'est le trait culturel aussi du système méritocratique à la française. On a des formations d'excellence dans toutes les matières scientifiques. Et on a, par contre, encore aujourd'hui, un sous-investissement dans tous les domaines qui relèvent plutôt des relations humaines et de la communication. Mais comme vous dites, comme on l'a vu, les entreprises prennent conscience des dégâts. Et du coup, parce qu'évidemment, reformer derrière des gens qu'on est déjà allé chercher en école de management ou d'ingénieur, ça coûte un peu d'argent. Oui, c'est le coût de la non-qualité, on va dire. C'est le coût de la non-qualité et de la difficulté à intégrer dans ces formations-là une compréhension de ce qui se joue au travail quotidiennement. Alors vous, au quotidien, à l'ANACT, vous faites beaucoup de choses. Il y a un livre blanc, il y a un long cycle avec... on parlait d'études quali, d'études quanti, c'est ce que vous menez avec tout l'écosystème, j'allais dire. Lors de la SQVT, là, en octobre, donc il y aura un colloque national le 9 octobre. S'il reste encore des places, vous pouvez aller voir sur le site, si vous pouvez vous inscrire, SQVT 2017. Sinon, on passe par Olivier Mériot, non éventuellement, si vous voulez, on peut surbooker un petit peu, mais à vos risques et périls. Et donc on diffusera ce livre blanc, les recommandations, les synthèses, et on fera travailler ensemble des acteurs de l'entreprise et de ces écoles-là. On organise ça avec le soutien de la conférence des grandes écoles, avec le soutien de la commission d'études d'ingénieurs, pour essayer d'initier un débat sur le réinvestissement de la formation sur les problématiques de management des équipes, du travail humain. On voit bien que c'est vraiment aujourd'hui, il nous reste c'est peut-être le dernier levier sur lequel on peut agir en prévention plus que primaire, j'allais dire, et aussi évidemment un levier qui est un levier, une source et un gisement
de compétitivité pour les entreprises, enfin compétitivité hors coût, qui est un gisement inexploité, enfin très largement inexploité. Et tout à l'heure, on en parlait pour l'entreprise FedEx. Il y a des exemples aussi de ce que vous menez avec d'autres entreprises, comme par exemple Crédit Agricole. Racontez-nous, ça c'est intéressant, ce que vous avez mené avec, en termes d'observatoire. Hein. Alors dans ces grands groupes, notamment dans celui-ci, on apporte un soutien à l'organisation d'un observatoire de la qualité du travail, qui est un observatoire qui est à la fois qui est surtout un doutant, qui est un think tank, c'est-à-dire que c'est un observatoire qui va chaque année lancer un appel à projet à l'innovation managériale et organisationnelle au sein du groupe. Et là encore, comme FedEx, tous les acteurs sont réunis, hein, c'est ça hein? C'est un observatoire paritaire et tous les acteurs sont réunis. L'originalité, on voit bien pour agir sur ces domaines-là, il faut sortir du cercle un peu restreint et un peu fermé des acteurs de la prévention. Il faut mettre autour de la table ceux qui vont concevoir qui vont utiliser les transformations, les méthodes de conduite des transformations. On a coutume à l'ANAC de dire vos conditions de travail de demain se jouent dans vos projets de transformation d'aujourd'hui. Ce qu'on paye aussi aujourd'hui, c'est la facture de la manière de conduire des transformations. Et inversement, on aura le bon retour sur investissement à l'instant T+1, T+2. Fabien, réaction par rapport à ce qui vient d'être dit? Ça conforte en fait ce que l'on vit au quotidien, c'est que, comme le dit Olivier, aujourd'hui les grandes écoles, donc il y a une réelle réflexion sur la formation des managers quand ils arrivent dans l'entreprise, mais on est quand même sur une population managériale en place avec ce backup d'éducation. Et en fait, aujourd'hui, et je prends l'exemple, j'ai demandé à Mohamed de venir parce qu'on se connaît, on travaille pour le groupe Kuhn depuis pas mal d'années maintenant. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir justement comment les entreprises peuvent initier avec la base de ces managers en place. Il faut de la formation. On l'a tous dit, je pense qu'on est tous convaincus que les formations en place, les managers en place doivent être rééduqués ou au moins réorienter culturellement sur leur posture, leur réflexion et leur capacité. Mais d'un point de vue global dans l'entreprise, il y a quand même un engagement de la part de la direction à mener. Et on le sait, ça ne peut. Mohamed a pu faire ça parce que clairement, il l'a très bien dit, les chefs d'agence font pas ce qu'ils veulent, mais pas loin. C'est-à-dire qu'ils ont des degrés de. Tant que le chiffre est en face, dans ce que j'avais compris de le directeur d'exploitation peut le faire. Ce qui est intéressant dans le cas de Mohamed, c'est que ils sont à peu près 150, je crois, équivalents fonctionnellement. C'est que le groupe lui a non seulement permis de le faire, il a osé le faire, on va dire. Le groupe l'a entendu, l'a vu et l'a communiqué, l'a valorisé, l'a mis en avant. C'est-à-dire que la stratégie pour aller éduquer l'ensemble des autres managers à justement oser repenser leur poste et voir qu'il y a du résultat, ce qu'il ne dit pas, il est modeste, c'est qu'au-delà de la baisse de l'absentéisme, son établissement va mieux. De manière économique, c'est en bonne voie. Moins d'accidentologie aussi. Il y a moins d'accidentologie et tous ces aspects-là. Tout un effet induit positif. Et ce qui est fondamental, c'est que l'employeur clarifie sa position sur ce nouveau rôle des managers, accepte que certains managers innovent dans leurs relations ou dans leurs techniques de management, le communiquent. Alors, accepter l'innovation, ça veut dire deux choses. Hein. C'est non seulement responsabiliser, c'est un mot qu'on entend tous, mais c'est surtout accepter le droit à l'erreur pour un manager, ce qui, encore une fois, dans notre culture, n'est pas forcément inné. Mais qu'un manager qui innove, il a aussi le droit d'avoir innové sur quelque chose qui ne fonctionne pas forcément. Et dans la structure de Kuehne+Nagel, en l'occurrence, il y a vraiment cet état d'esprit-là de dire c'est l'innovation qui nous apportera au final des bonnes pratiques et de nouvelles pratiques managériales. Et il n'y a que quand la direction communique auprès de ses managers et aussi de ses équipes, parce que ça impacte de manière automatique les équipes dans leur quotidien, en disant « Oula, on n'est pas dans le même relationnel qu'avant », parce que l'entreprise communique dessus, parce qu'elle éduque et qu'elle valorise l'audace d'avoir innové, d'avoir changé la façon dans laquelle le manager a mis quelque chose en place. Et pour conclure, j'ai envie de dire aussi, vous me le confiez quand on a préparé cette table ronde, toujours garder de la dynamique, hein, toujours sous tension en fait. Il ne faut jamais baisser la garde, j'allais dire. C'est vrai, on n'est jamais arrivé, les gens sont toujours en attente d'eux. Le point de départ, c'est toujours le client. C'est pas forcément l'équipe. Monsieur a dit tout à l'heure que sans client, on n'est rien. Aujourd'hui, la motivation des équipes se fait à travers un projet, mais un projet commercial. Le projet commercial n'appartient pas qu'à la direction ou au commercial ou à l'ingénieur méthode. Il appartient au préparateur de commande. Il faut qu'il sache pour qui il travaille, qu'il y ait une personne physique, qu'il y ait de la communication. Nous, on a mis en place un Vie ma vie, par exemple. Ils se sont retrouvés avec le directeur logistique
d'une grosse... d'un gros client. D'une grande entreprise. Ils se sont retrouvés au milieu dans les années de préparation avec lui en lui montrant. Et je peux vous dire un truc, c'est qu'il s'approprie le produit et puis après, le travail du manager, il est beaucoup plus facile quand on veut opérer des changements, quand on veut opérer des changements de process, quand il y a des nouveaux produits, à tout type de changement. Emmanuel Lefray, pour terminer, on voit que le but du jeu, c'est qu'il y ait plus de ce delta entre la compréhension des enjeux et puis l'outillage, les capacités pour que nos Shiva puissent y aller, c'est ça? Mais oui, il faut qu'ils puissent comprendre que ce qu'on leur explique de manière en stratégie globale, ça a du sens et qu'ils le comprennent. Et on s'est rendu compte que tout ce qu'on leur dit depuis bientôt 3 ans en termes de pratiques attendues et de comportements à changer, lorsqu'on a lancé ces formations avec GEM, on a fait des kick-offs avec des grands groupes, et il y a eu un exercice l'après-midi, peu importe, restitution, 1 minute par groupe, et là, tout ce qu'ils ont dit, ou à 90%, c'est les choses qu'on leur dit depuis 3 ans. Sauf que là, d'un coup, le fait d'avoir entendu un externe, une école renommée, le leur dire, qu'ils aient le temps de s'approprier par un atelier de 2 heures sur une thématique, ils ont tous trouvé ça génial. Et nous, on se regardait en disant, mais ça fait juste 3 ans qu'on leur dit. Donc en effet, il faut qu'on puisse avoir un cumul entre du sens donné aux choses, que ce soit entendu, accepté, qu'on puisse donner les clés pour qu'ils puissent le mettre en œuvre. Et après, une fois que c'est compris, accepté, d'un coup, ils vont le mettre en œuvre par eux-mêmes. Et ça revient à la note de tout à l'heure sur l'appropriation du projet, sur l'engagement que je vais en avoir et la perception que j'en ai. Il y a la réalité, ce qu'on me dit et ce que j'en ai compris. Et souvent, là, l'écart est très grand. On est en train de le réduire. Voilà, donc on se donne rendez-vous d'ici... On touche du bois. 18 mois, et dans 2 mois, on lance les directeurs de magasins. Donc voilà, on est très contents de former tout ça. Il y a une belle dynamique. Pour conclure, Olivier Mériot, donc on le voit, pédagogie, sensibilisation, aussi des partenaires sociaux, évidemment, dans la boucle. Et puis, on le voit, quand il y a plus d'autonomie, quand il y a plus de responsabilisation, d'implication, ça marche, hein. Ça marche, mais il faut que le deal soit clair aussi. C'est-à-dire que il faut retrouver des marges de manœuvre à tous les niveaux. Le travail du manager, ça doit donner des marges de manœuvre à ceux avec lesquels il travaille. Le travail des dirigeants, ça doit donner des marges de manœuvre au manager. Sinon, le manager va se retrouver dans la même situation d'injonction contradictoire que ceux qui sont en bas dans l'activité quotidienne, dans laquelle ils sont trop souvent. Donc là, il y a vraiment un enjeu important de portage. Ça dépasse même les enjeux de la DRH. Un des sujets, une des difficultés qu'on a peut-être pour sortir d'une approche un peu trop paillette de la qualité du travail, c'est aussi parce qu'on a de la difficulté à sortir d'une problématisation ou d'un portage uniquement par les DRH. On a coutume de dire que quand ça fonctionne, c'est quand c'est un sujet COMEX. Mais ça veut dire aussi d'être en capacité de faire le lien entre les facteurs de performance et de durabilité de l'entreprise et la libération, on va dire, au niveau des pratiques managériales et l'invention de nouvelles postures managériales. Impulsion de la direction générale et puis implication, vous le disiez Thierry tout à l'heure, de tous les acteurs de l'entreprise dans le COMEX. Qui a des questions à poser à nos 4 invités? Qui veut réagir? Il y a une question là-bas de monsieur, je ne sais pas si on peut vous tendre le micro. On arrive. Quelqu'un en a peut-être déjà un. Et il y a une question aussi, c'est vous Thierry qui réagirait. Monsieur, merci de vous présenter. On vous écoute. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je suis Stéphane Bourbier, fondateur de Our Company et porte-parole de la Happy Tech qui regroupe toutes les startups qui s'engagent pour améliorer le bien-être au travail. Ma question est peut-être plus à destination d'Olivier et de Fabien. De votre place, à quelle vitesse pensez-vous que les entreprises que vous accompagnez vont s'intéresser à toutes les solutions technologiques qui existent pour améliorer la QVT? Olivier, et puis encore là, il y a des outils que vous mettez en place, que vous proposez. Alors, oui, il y a effectivement des dynamiques d'innovation sur ces sujets-là. On a, nous, créé un accélérateur de projet. On essaie de travailler à mettre soit du digital dans la qualité de vie au travail, soit à QVTiser la transformation digitale, pour faire vite. Voilà. Je pense que les entreprises sont en train de commencer à s'en servir, mais à s'en saisir davantage. Mais attention à ne pas tomber dans la fascination de l'outil. Parce qu'il n'y aurait rien de pire que de rajouter au baby-foot et au yoga une appli greffée sur le téléphone de chacun de mes managers, et voilà, j'ai fait le job. Tant qu'on n'interroge pas la pratique
Et tant qu'on n'autorise pas une prise de risque et d'innovation dans la pratique quotidienne, on ne fait pas le job. Et là, les technologies nous sont d'un secours relativement limité. C'est mon point de vue. Fabien, une réaction ? Pour compléter la réponse, en fait, aujourd'hui, nous, dans nos offres, on digitalise énormément, justement, les accompagnements et les outils qu'on peut fournir à nos clients pour leurs managers. Mais on le fait toujours avec une vigilance, justement, d'efficacité et d'interaction. Pas pour faire joli, quoi. C'est certainement pas pour faire joli. En fait, on va prendre un exemple. On parle de formation depuis tout à l'heure. Aujourd'hui, le temps de formation des managers s'est réduit de manière assez forte. C'est-à-dire que les managers n'ont plus... Prendre 2, 3 jours, 5 jours, plusieurs mois de formation, c'est pour eux extrêmement compliqué dans leur rapport au travail. Parce que la vente continue. Parce que le travail continue, parce que le monde est ce qu'il est devenu et qu'il y a une accélération qui est très forte. Donc en fait, nous aujourd'hui, quand on veut les éduquer justement sur l'absentéisme par exemple, les faire travailler sur l'entretien de retour, leur faire prendre conscience des messages de l'entreprise, on est obligé de les voir en présentiel. Par contre, tout le bagage un peu plus théorique, ils peuvent le faire quand ils le veulent. Et digitaliser la formation, par exemple, avec des applis qui sont plus, comme on dit, at a watt dans le milieu Anytime, Anywhere, Any Devices, c'est-à-dire ils la font où ils veulent, quand ils veulent, parce que c'est leur mode de formation d'aujourd'hui, et que quand on a besoin de travailler sur des choses d'entreprise, opérationnelles, on les réunit dans une salle, mais au lieu de les réunir 2 jours, du coup on les réunit en une demi-journée ou en une journée. Eh ben, ça, c'est des produits qu'on arrive à pousser dans des entreprises parce que justement, si on arrive avec un projet en disant on veut les former pendant 2 jours ou ils ont besoin d'être formés pendant 2 jours, l'entreprise dit non, c'est pas possible, on n'a pas le temps, l'investissement va être conséquent, on n'a pas la capacité de le faire. Donc en fait, la digitalisation, oui, et je rejoins ce que dit Olivier, mais de manière raisonnable et intelligente. On a une question, puis ensuite on conclura et évidemment vous allez pouvoir échanger et poser les questions en toute proximité. Thierry Giboulot. C'était plus un commentaire qu'une question. J'ai beaucoup aimé votre image de Shiva pour nos managers. Parce qu'effectivement, on a le tapis de yoga avec Armel, on a Shiva, c'est plutôt bien. On leur demande de plus en plus de choses. On leur demande de développer leurs équipes, de gérer des plannings, de gérer des budgets, de faire du recrutement, de s'occuper de la sécurité des gens. Donc ça devient un peu le point de... Il faut être vraiment pluridisciplinaire. Voilà, il faut être pluridisciplinaire. J'ai beaucoup aimé tout à l'heure quand on disait il faut effectivement que nos managers soient formés, outillés. Puis un troisième point qui est important, c'est accompagner. Or, nous, alors, je pense qu'on fait tous partie des fonctions support, qu'on peut appeler fonctions support ici. Notre mission, notre responsabilité, c'est pas simplement de transmettre au manager le formulaire qu'il doit remplir pour pouvoir faire correctement organiser l'arrivée d'un nouveau salarié. C'est aussi l'accompagner là-dessus et avoir un accompagnement de proximité. Je n'ai pas la solution. J'ai exactement le problème dans ma fonction, dans mon équipe. Je considère qu'on n'est pas suffisamment proche des managers, qu'on leur demande beaucoup de choses, mais finalement qu'on ne les accompagne pas suffisamment. Alors, le message est passé. Je voudrais que vous les... Oui, dernière réaction avec vous, Mohamed Karafa. Juste un commentaire par rapport à ce que vous venez de dire. Chez Kuehne+Nagel, on a une formation à destination des directeurs d'agence et quelles que soient les divisions, maritime, aérien, informatique, chef de service, logistique. On a une formation en management qui est animée par le responsable du développement RH et ma personne. On fait la jonction on fait le lien entre le terrain et la théorie. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Comme chez Veolia. Deux atouts. Le premier, c'est que développement du réseau au sein de l'entreprise, parce qu'on est toujours en train de chercher le réseau à l'extérieur. Il faudrait peut-être qu'on commence déjà à l'intérieur. À créer du lien en interne. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, c'est un partage d'expérience et de la confiance. Parce que quand on est en formation, on fait l'éponge, puis on ne connecte pas toujours. Et je suis bien placé pour en parler. Et quand on a quelqu'un qui est du même monde, c'est un peu plus facile. Et puis, même si on retient que 5% de la formation, on doit évoluer et on pourra changer quelque chose à l'arrivée. Merci, vous pouvez les applaudir tous les quatre, Emmanuel Offray, Mohamed Karafa, Olivier Mériot et Fabien Piazza.